Bateauscopie, Bateauscopie Nicolas Venance, Bateauscopie, une émission d'ActuNautique. Bonjour et bienvenue à vous dans Bateauscopie. Aujourd'hui, chers amis, un Bateauscopie exceptionnel. Je suis au Grand Pavois de La Rochelle. Devant moi, les plus experts de la course au large l'ont reconnu. Et oui, il s'agit de l'esprit d'équipe. 1985, Bull, Whitbread. Rencontrons tout de suite Lionel Régnier, le capitaine de cet esprit d'équipe 2022 qui va nous faire visiter ce bateau, nous parler du projet qu'il porte derrière lui. Alors Lionel, ce bateau, il est exceptionnel. Bah oui, bonjour Nicolas, bonjour à tous. Bah oui, c'est plus qu'exceptionnel, c'est mythique, c'est le seul bateau français qui a gagné la Whitbread. Oui, c'est vrai que quelque part, il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Donc la Whitbread, je rappelle, c'est l'ancêtre de la Volvo. Ouais. Donc Eric Tabarly a essayé de la gagner. Voilà. Pour le moment, 2 Français seulement l'ont gagné, Camas et Lionel Péan. Ouais. Et Patrick Tabarly dans sa classe l'année d'après. Donc oui, c'est un bateau plus que mythique, quoi. Alors quelques caractéristiques sur ce bateau. Alors, la première chose que l'on voit tout de suite sur le ponton, c'est un bateau en aluminium. Oui, c'est un bateau en aluminium des années 80, dessiné par Philippe Briand, Waouh. qui était quand même un spécialiste des bateaux rapides, construit au CNA Dufour à Saint-Jean-d'Angély. Donc c'est vraiment une French touch exceptionnelle. Et est-ce qu'on en bateau de course, est-ce qu'on peut dire que c'est l'archétype du bateau de course des années 80 ou est-ce qu'il était très spécifique par rapport à l'objectif ou au programme de course qui était le sien? Oh non, c'est un peu les deux, il avait, parce que c'était les bateaux en alu, c'est ce qu'il y avait de plus léger à l'époque. Ouais. Et celui-ci, eh ben, ils l'ont fait léger avec un rating intéressant pour qu'il puisse aller gagner contre les gros bateaux. Oui. Alors on va poursuivre notre découverte de la ligne du bateau avec une poupe qui est très, très commune aux bateaux de cette époque en fait. Bah oui, une petite jupe qui touche pas l'eau, donc longueur à la flottaison 14 mètres, longueur du bateau 17 mètres 60. Ouais, quand même, on a gagné 3 mètres. Donc, par la magie de l'architecture navale. Donc de la surface mouillée que quand il y en a besoin, puis quand il n'y en a pas besoin, le moins possible. Eh ben oui, et puis comme ça on gagne aussi à d'autres niveaux. Voilà. Alors en gréement, c'est quoi ce bateau? Alors en gréement, il n'est pas comme à l'époque parce que c'était un peu trop fragile et compliqué. Donc on est revenu quasiment à la même hauteur de gréement que l'époque. On n'est pas en 7/8e, on est en gréement sloop. Voilà. Mon équipage, à l'époque, ils avaient tous 20 ans, 25 ans. Ah. Là, c'est plus compliqué. Donc on a adapté. On a adapté un peu et les règles de course ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc on ne peut pas se permettre les mêmes choses. Mais on a quand même un mât tout neuf. Fait chez nous, chez Sparcraft, je veux dire, et il fait 24,50 m de profil, donc on est quasiment à 24 mètres au-dessus de l'eau, parce qu'il descend tout en bas jusqu'au fond du bateau. Ah bah oui. On va monter à bord, on va découvrir le plan de pont et l'organisation de ce pont sur ce bateau de course, et puis ensuite on se mettra à l'abri dans le carré, parce que vous allez nous parler du projet que vous portez avec toute votre équipe, qui est un très beau projet. Voilà, je monte à bord. Il fallait se faufiler. Alors, expliquez à nos viewers qui ne sont pas des spécialistes des bateaux de course des années 80 et surtout ce type de course, parce que la Whitbread, quelque part, rappelez-nous ce que c'est que la Whitbread, parce que c'est quand même une course c'est la première course autour du monde en équipage avec 4 étapes. 4 étapes autour du monde. Donc elle est tous les océans, donc c'est parti à l'époque d'Angleterre pour aller au Cap Town, pour aller ensuite en Australie ou en Nouvelle-Zélande, pour continuer ensuite sur l'Amérique du Sud et après revenir à son point de départ. Alors, comment il s'organisait ce pont? Alors ce pont, c'était... maintenant on est tous cachés dans des grosses cabines. Sous des grosses casquettes avec tout qui revient à l'abri. Là, on a une casquette, mais à l'époque, elle n'y existait pas.
C'est-à-dire D'accord. que c'était Flush. flush. Waouh. Les gars travaillent là, donc ils se font mouiller tout le temps. Ah oui. Ah, tout. Et là-bas, ils se Non. faisaient mouiller Et tout le là temps. Donc aussi. on fait un peu moins mouiller à l'arrière maintenant, mais D'accord. toujours, oui. toujours ici. Ce qu'on appelle la Il baignoire. n'y a pas de, rien n'est ramené à l'arrière là. Hein. Bah, Tout pas est- grand-chose. Tout est au milieu. Là. Donc toutes les manœuvres de voile, de drisse, de bosse de riz se font ici, des coudes de spi se font ici. Derrière, on va faire que les bastacs, les coudes de grand voile, les coudes de génois et les coudes de trinquette. Ce bateau, il avait en course, il avait une surface de toile de quelle taille et pour quel type de performance? À peu Bien, près. Hein. surface de toile, on a 82 mètres carrés de grand voile et 96 mètres carrés de génois. Donc ça fait 178 mètres carrés au près. Ah, quand même. Et le grand spi fait 290 mètres carrés. Ouais. Et c'est un bateau en performance, il allait à quelle vitesse en course? À peu près. Quelle vitesse? Ça va toujours entre 7 et 10. Ça descend rarement en dessous, sauf quand vraiment il n'y a plus rien. Et c'est vite à 10. Leur moyenne, je crois qu'ils ont fait sur l'étape du sud 9,50 ou 9,80 de moyenne. Ce qui pour des bateaux comme ça, qui fait quand même en ordre de marche 18 tonnes. Ouais, 18 tonnes. Et puis dehors. Et Par puis tous les dehors, temps. Voilà. C'est ça qui est dingue hein, quand on y pense aujourd'hui. Alors Oui, on ce ne va. sont pas des bateaux qui planent, ce sont des bateaux qui surfent un peu, mais c'est pas des bateaux planants. Ah, c'est pas du bateau planant. Ah, le poste de bar. Il faut imaginer ce bateau sans aucune protection pour la descente. Merci pour la. De rien. À bientôt, Lionel. À bientôt. Alors ici, effectivement, finalement, il n'y a plus beaucoup de manœuvres Qui se font à l'abri. qui se font soit à l'abri, soit à l'arrière, à la barre. Donc, et il y a tout le temps quelqu'un là, à la barre, puisque dans la course qu'on va refaire, et puis comme à l'époque, il n'y a pas de pilote automatique, et puis c'est une course en équipage, donc en équipage, il y a rarement le pilote. Et là, de toute façon, il n'y en aura pas. Donc de tous les cas de figure, c'est À la barre. il y en a toujours un qui a le nez dehors. Alors justement, on va parler de votre projet. On va pour cela descendre dans l'esprit d'équipe. Alors chers amis, ça c'est un moment exceptionnel, hein, parce que c'est pas tous les jours que l'on peut visiter un bateau aussi mythique. Alors expliquez-nous comment il est organisé le carré et l'intérieur de l'esprit d'équipe. Alors on a essayé, on a tout refait puisqu'on a récupéré un bateau qui était à la retraite et qui faisait du charter en Antarctique, hein, d'expédition en Antarctique. Donc là avant, quand on l'a récupéré, il y avait des vaigrages partout, une cabine double, des couchettes en bois, des placards, des réservoirs de gasoil partout, des réservoirs d'eau. Donc ça faisait plus de 22 tonnes, donc c'était pas possible. Et l'idée était d'en refaire un bateau de course, de le ramener. Revivre ce qu'il avait vécu avant, c'est-à-dire de tenter de lui faire regagner la Whizbread. Eh oui, parce qu'en fait votre projet, 2023, racontez-nous votre projet. Ben, en 2023, notre Australien Don McIntyre a eu l'excellente idée de faire revivre la Whizbread puisque ça sera ses 50 ans. Donc comme il l'a fait pour faire revivre l'ancêtre du Vendée Globe, il a refait la GGR il y a 5 ans, qu'il a relancé une deuxième fois cette année. Et pour les 50 ans de la Whizbread, il refait la même chose. Donc une Whizbread, après Whizbread, elle s'appellera l'OGR, à l'ancienne, c'est-à-dire dans les conditions des 3 premières Whizbread, c'est-à-dire avec des bateaux de cette époque-là, avec les moyens de navigation de cette époque-là, avec la sécurité de maintenant certes, mais nous allons partir sans écran, sans logiciel, Oh mon Dieu. sans GPS, Oh là là. sans satellite. Ah oui, ça change tout là. Il va falloir Donc, faire à nos l'ancienne. communications, c'est la BLU, notre navigation, c'est l'estime et le sextant, Une bonne école. et notre routage, c'est un fax météo qui reçoit, et avec ça, on analyse et on invente. Alors derrière ça, vous avez une équipe de 30 personnes. 30 bénévoles.
avec vous? 30 bénévoles, oui, une vraie équipe, parce que c'est l'esprit d'équipe, on l'a gardé ce nom et on veut le garder, puisque il apporte. C'était fort à l'époque, hein. Il y avait les fort, 26 000 salariés de Bull qui étaient derrière leur bateau, ça soudait et toute ça l'est la boîte. encore tout autant maintenant, parce qu'il faut une équipe sur le bateau, il faut une équipe autour du bateau, il faut une équipe de partenaires, il faut une équipe de viewers, il faut une équipe de soutien, on a besoin de plein d'équipes. Donc non seulement il faut des équipes, mais en plus il faut en avoir l'esprit. Et donc on a essayé de remettre ce bateau un peu comme avant, donc des couchettes simples mais efficaces. Sachant que sur la course, vous serez combien à bord? Nous serons 8 ou 9 à bord. Ah oui, donc la partie nuit, elle sera à l'arrière, plutôt à l'arrière? Non, la partie nuit, elle sera au vent. Ah oui, bah forcément. Donc quand on est 8 ou 9 à bord, il y en a 3 ou 4 qui sont au boulot, les 3 ou 4 autres qui sont ici, qui sont en repos, et donc on a 4 bannettes de chaque côté, 4 et 4, 8, plus 2 à l'avant. On ne sera jamais 8 à dormir en même temps de toute façon, parce qu'il y en a au moins toujours un à la barre. Ah bah ça c'est clair, il y en a vraiment déjà. La table à cartes, regardez-moi cette table à cartes là, c'est une vraie table à cartes. Voilà, on a quelques légères améliorations par rapport à 85, mais on a une cuisine digne de ce nom, parce que 9 à manger pendant cette semaine, il faut un équipage qui a faim et pas un bon équipage. Il faut pas s'entre-dévorer quand même. Une table de carré conviviale. Voilà, la grosse différence avec avant, c'est qu'on a une mini salle de bain, pas salle d'eau. Mais nous serons en équipage mixte aussi, donc c'est le seul endroit où on peut s'enfermer. Le reste est tout ouvert. Une machine pour fabriquer un peu d'énergie. On en aura besoin pour recharger nos batteries et pour faire tourner le désalinisateur, puisque ça existait à l'époque, c'est autorisé et on ne peut pas emmener 1500 litres d'eau à chaque étape. Ah bah ça c'est clair. C'est clair, on est quand même sur une course. On est quand même sur une course et 1500 litres ça fait beaucoup, et 9 bonhommes ça nécessite à peu près 30 litres par jour, voire un peu plus quand il fait très chaud. Alors poursuivons notre découverte de l'intérieur, des entrailles de l'esprit d'équipe. Qu'est-ce qu'il y a à l'avant? À l'avant, il y a un spi, 2 spi, une trinquette, des réserves de bouteilles d'eau, de mouillage, des bannettes pour dormir un peu au port, un peu plus confortablement. Des bannettes historiques, elles ont fait le tour du monde à l'envers avec Jean-Luc VDH. C'est son cadeau. C'est son cadeau à notre projet. Elles sont bien pratiques parce qu'on peut ranger plein de choses dedans. Ah oui, effectivement. Allez, on va retourner dans le carré. On va nous. Le mât qui descend jusque là. Traversant. Un joli mât Sparcraft. Costaud. Alors justement, Sparcraft, c'est un partenaire pour tout ce qui était peinture et anti-fouling. Là, c'était Epiphane pour la magnifique couleur de coque qu'on a vue. Et puis, pour la laque bleue et alors un anti-fouling dingue. Vous avez un anti-fouling écolo. Un petit anti-fouling écolo, blanc. On a en plus essayé de revenir comme à l'époque, c'est-à-dire bleu marine et blanc, oui, du Sea-Jet. Du Sea-Jet qu'on avait déjà utilisé sur le bateau de Jean-Luc sur son tour du monde. Et donc je trouvais que c'était très bien. Non seulement c'est quand même un anti-fouling écolo qui en plus est efficace. C'était quand même un peu compliqué ces derniers temps de trouver de l'écologique efficace. Ça, c'est sûr. Et je pense que là, ils ont bien réussi. Puis en plus du blanc, c'est pas facile que ce soit beau tout le temps. Bah oui, parce que quand même, il va faire le bateau, il va être visible un peu et partout. celui-là, regardez, il est propre. Il est dessus depuis le mois de mars et on n'a toujours pas plongé pour aller passer l'éponge. Bon, bah, c'est bien. Allez, retournons au carré. Et là, on va parler partenaires et sponsors. Parce qu'à un moment donné... Eno, un joli réchaud Eno. Un joli moteur Volvo. À un moment donné, vous avez quand même besoin aussi de mettre du carburant, on va dire, dans le projet. Et vous recherchez clairement des partenaires quand même pour cette belle aventure. Alors, on recherche plein de choses. On recherche des partenaires, on recherche des mécènes, on recherche des supporters. Le bateau est inscrit au patrimoine, donc il est labellisé bateau d'intérêt patrimonial. Notre association est affiliée à la FMV.
Donc on a tous les moyens pour recevoir des dons de particuliers, d'entreprises et aussi de recevoir du partenariat, du vrai sponsoring pour ceux qui veulent communiquer beaucoup. Donc en fait, et on en a besoin parce que là on est arrivé dans la phase où on a enfin un bateau qui navigue. Depuis le mois de juin, on a été faire le tour de l'Irlande, la Dream Cup. On va partir naviguer cet hiver pour former l'équipage, entraîner l'équipage et continuer à courir sur la Rorke Atlantique. Mais en attendant, il faut qu'on puisse fonctionner jusqu'à la fin de l'OGR, donc jusqu'à la fin de ce gros projet qui est un projet énorme, sur lequel on est déjà, comme tu le disais tout à l'heure, presque entre 25 et 30 à travailler sur le sujet depuis bientôt 3 ans déjà. 3 ans. 3 ans. Oui. Alors, le message est passé. C'est clair et fort, Lionel Régnier. C'est embarquer avec nous à bord de l'esprit d'équipe quelque part. Tout à fait. Tout à fait. Aidez-nous et on vous fera rêver et on fera revivre surtout cette belle histoire. C'est quand même sympa de refaire un bateau qui était en train de pourrir et qui va retourner à la course. Comme je disais à l'équipage, quand on est revenu en course, j'ai dit on est en train de faire re-rentrer ce bateau dans l'histoire. Eh ouais. Et ce bateau qui a gagné, je le rappelle, et ce sera notre conclusion, 2 fois la Whitbread. Et c'est les 2 seules victoires françaises sur cette course. Voilà. Merci beaucoup Lionel. De rien.